Assalamu alaikum wa rahmatullah, marhaban bikum fi hada al-vidéo. Dans cette vidéo-là, on va voir le corrigé de l'examen national Sciences Math B 2007, la session normale. Le sujet proposé, c'est le robot sous-marin autonome. On va voir la fonction de ce système et ses constituants internes. Comme présentation du système, le changement climatique que subit notre globe terrestre a un effet désastre sur la vie des êtres vivants. Le changement climatique est un problème ou bien un désastre. L'une des conséquences de ce changement est la modification ou bien l'augmentation de la température des océans. La conséquence de ce changement climatique, parmi les conséquences, c'est l'augmentation de la température des océans. La lutte contre ce changement passe obligatoirement par le recueil de la température d'un ensemble très important de points d'un océan. Pour lutter contre ce changement climatique, ou bien l'augmentation de la température, on doit faire le recueil de la température d'un ensemble très important de points d'un océan. Récolter la température sur une large point de l'océan. Les scientifiques ont développé plusieurs moyens de mesure de cette température. Parmi les moyens, on a le robot sous-marin autonome. Sous-marin, il va plonger sous l'eau, autonome parce qu'il fonctionne avec des batteries. Le robot sous-marin autonome, objet de notre étude, est l'un des moyens utilisés pour mesurer non seulement la température de l'eau des océans, mais aussi sa salinité. La salinité, ça veut dire la teneur en sel, la quantité de sel qui existe dans l'eau, et sa densité en surface et en profondeur, la densité de l'océan à la surface et en profondeur. Le robot sous-marin autonome fait une navigation en surface et en plongée pour prendre les mesures et les enregistrer. Il va faire la navigation, ça veut dire sur la surface de l'océan, et il va aussi se plonger dans la profondeur. Lorsqu'il est en surface, il les transmet vers le satellite convenable qui à son tour les transmet en temps réel vers le centre de recherche. Les données elles vont être transmises depuis le robot sous-marin vers le satellite, et le satellite à son tour va les transmettre au centre de recherche. Ici on a le parcours que va suivre le robot sous-marin. On a ici à la surface, il va se plonger. La profondeur c'est 1000 mètres. Après il va à nouveau vers la surface de l'océan. La distance parcourue c'est 5 km et la profondeur c'est 100 mm. Les informations, il va les transmettre à un satellite et le satellite va les transmettre au centre de recherche. Maintenant on va voir les constituants du robot sous-marin. Le robot sous-marin autonome est constitué de 3 parties distinctes. La première partie est une partie humide. Les parties humides, ces constituants internes, elles sont en contact avec l'eau. Premier élément, des réservoirs souples R2. Voilà les réservoirs souples. Ils vont se gonfler lorsqu'ils reçoivent de l'huile sous pression. Ils vont recevoir de l'huile. Aussi, on a un capteur CTD. Le voilà. Il va mesurer la salinité, ça veut dire la teneur en sel. Il va mesurer aussi la température. Il va aussi mesurer la densité de l'océan. Troisième élément, un premier ensemble de batteries formant une masse mobile en translation actionnée par un moteur à courant continu M1. La fonction des
donc voilà les batteries. Donc voilà, la première fonction d'ILM, il y a alimenter les moteurs électriques qui existent dans le système. Deuxièmement, ils vont former une masse mobile pour changer le centre de gravité le système. Donc pour incliner le robot vers le bas ou vers le haut. Donc le déplacement les masses mobiles vont changer le centre de gravité. Donc lorsqu'ils vont changer le centre de gravité, le robot va se diriger vers le bas ou bien vers le haut. Donc on va voir ça en détail par la suite. Donc il y a aussi une deuxième partie. Il est aussi formé de batteries formant une masse mobile en rotation actionnée par un moteur à courant continu M2. Donc le rôle les batteries, ils vont alimenter les moteurs aussi. Ils vont permettre par le déplacement, par la rotation pour pivoter, ça veut dire faire tourner le système de 90 degrés autour de son axe. Donc voilà son axe, il va faire une rotation de 90 degrés. Donc autour de son axe longitudinal. Donc voilà son axe longitudinal, afin de voyer les informations de mesure vers le satellite prévu à cet effet. Donc pour monter à la surface, il a besoin de pivoter, ça veut dire faire une inclinaison pour pouvoir se diriger vers le haut. Donc une fois il est sur la surface, il va envoyer les informations de mesure vers le satellite, et le satellite à son tour va les envoyer au centre de recherche. Donc il y a aussi une partie dite étanche. Il est composé aussi d'un bloc hydraulique, comme le bloc hydraulique, le voilà. Donc le bloc hydraulique composé de réservoir R1 et d'une pompe haute pression HP actionnée par un moteur à courant continu M3. Donc l'entraînement de la pompe, il se fait par un moteur à courant continu M3. Donc la pompe, il va pomper l'huile de R2 ou bien le contraire, de R2 à R1. Aussi on a des cartes électroniques de commande basées sur un microcontrôleur. Donc voilà la carte électronique de commande qui va commander le système. Donc il y a aussi un compas OS 4000T, donc le voilà. Donc c'est un capteur pour détecter l'orientation par rapport au nord magnétique et l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Donc on a deux axes, l'axe magnétique et l'axe horizontal, pour déterminer l'orientation le système. Donc pour le fonctionnement, le cycle de fonctionnement se fait en deux phases. La première phase, il y a la phase de mesure, ça veut dire récolter la température, la salinité et la densité. Pour réaliser les mesures, le robot doit plonger dans l'océan jusqu'à une profondeur de 1000 mètres et remonter en parcourant une distance de 5 km. Les mesures sont prises et enregistrées dans une mémoire toutes les minutes. Donc chaque minute, il y a un nouvel enregistrement. Donc les informations vont être enregistrées dans une mémoire. Donc le robot n'a pas une force de poussée. Donc il n'y a pas de force qui va le diriger vers le bas ou bien vers le haut. Il est seulement capable de faire le mouvement de plongée et de remonter grâce à son poids, à la force d'Archimède FA. Donc il va subir deux forces. La première force, il y a la force de poids. La deuxième force, il y a la force d'Archimède FA. Donc l'équilibre entre ces deux forces permet de faire la montée ou bien la descente du système. FA est appliqué au centre de poussée CDP. Son intensité augmente avec le remplissage des réservoirs R2 par de l'huile contenue dans le réservoir R1 grâce à un cycle hydraulique. Donc pour changer le point, le centre ADA,
on doit faire circuler l'huile de R2 ou bien de R1 jusqu'à R2 ou bien de R2 à R1, le retour de l'huile au réservoir R1. Donc, le centre de l'intensité de la force, il est maximal lorsqu'il y a toute la quantité de l'huile dans le réservoir R2. Il est minimal dans le cas contraire, ça veut dire tout le volume de l'huile, il est dans le réservoir R1. Le poids, il est appliqué au centre de gravité, donc le poids c'est M fois G, la masse fois le pesanteur. Son intensité est constante. Donc le robot est conçu de sorte que le centre de poussée, CDP, et le centre de gravité ne sont pas confondus. Lorsqu'ils sont confondus, le robot ne fait aucun mouvement. Il est à la surface. Le déplacement de la masse mobile en translation modifie la position de CDG et crée un effet de basculement vers le haut ou vers le bas. Donc pour modifier le centre de gravité, on va utiliser une masse de translation mobile. Donc le déplacement de la masse permet de modifier le centre de gravité, et lorsqu'on va modifier le centre de gravité, on va modifier la différence ou bien le décalage entre le centre de gravité et le centre de poussée. Donc pour varier le centre de gravité, on va utiliser une masse mobile en translation. Et pour modifier le centre de gravité, centre de poussée, on va utiliser l'huile contenue dans le réservoir R1. Donc ici, on a un dessin pour expliquer ça. Donc une certaine répartition de l'huile entre les réservoirs R1 donne F est égal à P. Donc ici, on a F est égal à P. Les deux forces sont égales. Donc la position de la masse mobile en translation est telle que le centre de gravité et le centre de poussée sont sur la même verticale. Donc ici, elles sont sur la même verticale. Donc dans ce cas-là, le robot il est stable. Donc lorsqu'on va répartir avec l'huile entre les deux réservoirs R1 et R2, on va obtenir F est égal à P. Ça veut dire les deux forces existent dans le même direction horizontale, verticale, pardon. Si on veut que le robot descend, donc R2, on doit vider R2 dans le réservoir R1. Donc R1 est plein, donc ici FA, donc il y a ici un décalage entre le centre de poussée et le centre de gravité. Donc le centre de ils ont deux directions différentes. Donc les deux points ils sont décalés. Donc ici on a le robot on a FA à de la force AD, il est inférieur à la force du poids. Donc le robot va descendre vers le bas. Dans le troisième cas, donc le contraire, on va remplir R2 et vider R1. Donc faites le cas de FA supérieur à P. Donc ici la force d'Archimède supérieure à au poids. Donc il va se flotter, il va diriger vers le haut. Le cas précédent, il va se plonger parce que le poids du système est supérieur à la force d'Archimède. Donc la deuxième phase, il y a après le recueil des mesures, on doit les transmettre. Donc pour les transmettre, les mesures, le robot doit faire sortir l'antenne de l'eau. Donc ici on a les antennes flisées liées le système et aussi avec le gouvernail. Donc il doit donc faire un mouvement de pivotement. Donc avec le mouvement de pivotement grâce aux masses de déplacement de masse mobile de rotation. Donc lorsqu'ils vont se déplacer, donc voilà les masses mobiles en rotation,
lorsqu'ils vont se déplacer, vont faire une rotation, le système va pivoter de 90 degrés autour de son axe longitudinal. Ce pivotement est obtenu grâce à la masse mobile en rotation, comme indiqué sur le schéma suivant. Donc voilà, une fois il y a une rotation, il va pivoter. Donc il y a un angle de 100, on a un angle de 90 degrés. Ici, on a maintenant le système peut transmettre les informations qui sont récoltées. Donc pour refaire le mouvement de plongée, le robot doit retourner à sa position initiale. Donc la position initiale, il y a la position où le système n'est pas pivoté à aucun angle. Donc il est horizontal. Donc après avoir présenté le système, maintenant on passe à la situation d'évaluation numéro 1. Donc pour la tâche numéro 1, expression des besoins et identification des interactions du système étudié avec son environnement extérieur. Donc à partir des volets numéro 2, ça veut dire la présentation du système et des documents ressources 1 et 2 sur le document réponse 1. Donc la question exprimer le besoin en complétant la bêta-corne du robot. Donc voilà la bêta-corne. Donc ici on a à qui rend-il service les scientifiques, sur quoi agit-il l'océan, donc le nom du système robot sous-marin autonome. Donc on doit mettre ici la fonction principale du système. Donc pour faire le système, on doit faire appel à l'énoncé ou bien la présentation du système. Donc le robot sous-marin autonome, objet de notre étude, donc le système va mesurer la température de l'océan, la salinité et la densité. Donc après il va les enregistrer et il va les transmettre. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Mesurer, enregistrer et transmettre la température, la salinité, ça veut dire la teneur en sel, et la densité de l'océan. Donc ça c'est la bêta-corne du système. Donc la question numéro 2, compléter le diagramme des interactions et le tableau des fonctions de service relatives au robot. Donc voilà le diagramme des interactions et voilà le tableau des fonctions de service. Donc ici la fonction principale on l'a déjà fait, la bêta-corne. Donc mesurer, enregistrer et transmettre la température, la salinité et la densité de l'océan. Donc pour la fonction FC1, se connecter au satellite. Donc l'élément extérieur ou le satellite. Donc voilà, donc on va mettre ici la liaison et le nom de la liaison c'est FC1. Deuxièmement, être facile à manœuvrer à partir d'un bâton. Donc il y a les éléments du milieu extérieur mais le bâton. Donc on va mettre le bâton. Donc on voit l'élément qui manque. Après on va vers la liaison où le nom du système ou le nom de la fonction ou FC2. Après FC3, être facile à mettre en nom par les scientifiques. Donc les éléments du milieu extérieur ou les scientifiques. On va mettre la liaison et le nom de la fonction. FC4, être localisé facilement par le satellite. Donc on a le satellite WADA. Donc une deuxième fonction de contrainte à le satellite, il y a FC4. Pour FC5, résister à la pression de l'océan. Donc l'élément extérieur ou à l'océan. Donc on va mettre la liaison et le nom de la fonction FC5. Résister à la corrosion. Donc la corrosion de quel élément du milieu extérieur? De l'océan. Donc il y a une deuxième fonction de contrainte à l'océan. Il y a FC6. Donc maintenant on passe à la question numéro 3. Compléter la chaîne cinématique relative au circuit hydraulique. Donc il y a la chaîne d'énergie du circuit hydraulique. On a alimenté en énergie. Donc on va faire des batteries. Pour distribuer, on va utiliser des transistors de puissance. Donc on a ici une énergie électrique qui va être convertie par un moteur ou le moteur M3. Donc on a une énergie mécanique.
Donc l'énergie mécanique, elle va être adaptée, ça veut dire modifier la vitesse ou bien le couple. Donc il y a une énergie mécanique. Donc la nature de l'énergie aux endroits demandés, on a une énergie mécanique. Ou après l'énergie mécanique, on doit la convertir en énergie hydraulique pour pouvoir remplir les réservoirs R2. Donc on a une énergie mécanique, on a une énergie hydraulique. Après, on a la matière d'œuvre entrante et sortante. Donc la matière d'œuvre entrante ici, on a remplir les réservoirs R2, donc on a un réservoir R2 non rempli. Après, il va être rempli. Donc la matière d'œuvre sortante, il y a réservoir rempli. Donc pour la question 4, complétez le faste relatif à la fonction ft32. Donc voilà la fonction ft32. Il est divisé en ce fonction et ce fonction jusqu'à arriver à ces fonctions élémentaires. Donc il distribue l'énergie électrique transistor de puissance, convertir un moteur M1, adapter le. Donc ici on a l'adaptation du mouvement à l'aide d'un ici on a le moteur M1. Cette énergie là va être adaptée, bien cet mouvement va être adapté par un réducteur épicycloïdal et d'un pignon 1 et pignon 3. Donc on va mettre ici réducteur épicycloïdal pignon 1 et roue 3. Pardon, roue 2. Donc la roue 2. Donc ici on a les réducteurs, on a ici système à engrenage pignon 1 roue 2. Donc après transformer le mouvement de rotation au mouvement de translation. Donc pour transformer le mouvement de rotation, donc on a la rotation de la roue, il va être transmis le pignon 4. Le pignon, lorsqu'il vérifie un mouvement de rotation, la crémaillère va faire une translation. Donc on a le système pignon 4 et crémaillère 5 qui vont transformer le mouvement de rotation au mouvement de translation. Donc la suite de la fonction ft32, donc on a le circuit hydraulique d'INA. Donc stocker l'huile dans un endroit de la partie étanche. Donc voilà la partie étanche. Donc on a le réservoir, donc c'est le réservoir R1. Filtrer, on va utiliser un filtre F2 ou A1. Commander la circulation de l'huile des réservoirs R2 vers R1. Le passage de l'huile de R2 à R1, il se fait par l'intermédiaire de EV1. Donc EV1 c'est un électrovanne. C'est comme un robinet, il va être s'ouvrir électriquement pour permettre le passage de l'huile de R2 à R1 ou bien le contraire de R1 vers R2. Donc ici, commander la circulation de l'huile de R2 vers R1, on va utiliser un électrovanne EV1. Stocker l'huile dans un endroit de la partie humide. Donc on a la partie humide, on a le réservoir R2. Donc on va mettre R2. Donc filtrer l'huile, donc on a filtre F1. Distribuer l'énergie électrique des transistors de puissance, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc on a convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc c'est le moteur M3. Interdire le retour de l'huile. Donc on a l'huile de la pompe HP vers le réservoir R2 et R1 et R2. Donc se fait par l'intermédiaire de clapet anti-retour. Donc le clapet anti-retour permet le passage du pompe vers les réservoirs et va interdire le retour. Ça veut dire le retour de l'huile du réservoir vers la pompe. Donc ça CL1 c'est clapet anti-retour. Ici on a mesuré la différence entre la pression dans la partie étanche et la pression dans le circuit hydraulique. Donc on a l'huile dans la partie étanche, on a l'huile dans le circuit hydraulique. Donc هذا هو le système. Donc on a
Le système permet de mesurer la différence des les pressions. Donc PD1 c'est un pressostat différentiel. Il mesure la différence de pression entre la partie étanche et la pression dans le circuit hydraulique. Donc c'est le FAST de la fonction FT32. Et on passe à la situation d'évaluation numéro 2. Donc la première tâche, l'étude de l'agencement des pièces des ensembles réalisant le déplacement de la masse mobile en translation et de la masse mobile en rotation à partir de leur représentation graphique. Donc à partir des documents ressources 1, 3, 4, 5, sur le document réponse 3, la question complétait le tableau des classes d'équivalence relative aux deux ensembles. Donc ici on a ici le tableau des classes d'équivalence. Ici on a le schéma cinématique. Ici on a le système qui permet le déplacement de la masse mobile en translation. Donc la première classe d'équivalence soit le bar support. On le donne le symbole S0. Donc le bar support il est fixe. C'est le bâti du système. Donc après on a le moteur M1 plus le réducteur épicycloïdal. Donc le réducteur M1 plus ou le réducteur épicycloïdal. Donc le moteur va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Le réducteur épicycloïdal va adapter cette énergie mécanique. Donc donc M1 plus le réducteur épicycloïdal ou le système S1. Donc ici le M1 plus ou le réducteur épicycloïdal ou le système S1. Donc après on a le pignon 1. Donc lorsque le réducteur épicycloïdal tourne, donc le moment va être transmis au pignon 1 par l'intermédiaire de l'axe l'arbre du réducteur. Donc là voilà l'arbre, la sortie du réducteur épicycloïdal, on a S4. Donc à S4 il y a le pignon 1. Donc il a déjà fait. Donc après on a la roue 2. Donc la pignon 1 va faire tourner la roue 2. On a un système à engrenage. Donc là on a S4, on a S5. Donc la roue R2 il y a le classe d'équivalence S5. Après on a le pignon 4. Donc on a S5 وهنا هذه هي البينيون 4. donc عندهم la même axe, ils sont montés sur le même arbre. donc هنايا la liaison encastrement بيناتهم, donc la même classe d'équivalence. donc toujours هنايا la même classe d'équivalence parce que lorsque هذه tourne l'axe هذا va faire tourner le pignon 4. donc هذه هي البينيون 4. Donc le pignon 4 c'est la classe d'équivalence 5. Après on a le crémaillère, donc la crémaillère le symbole ديالها. Lorsque elle tourne, la crémaillère va faire un mouvement de translation dans les deux sens, suivant le sens de rotation du pignon 4. Donc après on a la masse mobile en translation. Donc il y a la masse mobile en translation, il est lié le système lorsque la crémaillère fait un mouvement de translation, la masse mobile va se translater. Donc là voilà, on a la liaison le système S0, il va se translater. donc il est le système S1. donc après on a le moteur M2 plus le réducteur épicycloïdal. donc on a le moteur M2 plus le réducteur épicycloïdal. voilà le moteur, voilà le réducteur épicycloïdal. donc lorsqu'il va tourner le moteur, le réducteur va réduire la vitesse ou il va faire tourner 36. donc on a
le moteur M2 plus le réducteur épais cycloïdal هو le système S2. Donc voilà S2 خصنا نديرو كروة هنايا. Là voilà. Après on a le masse mobile en rotation حتى هي le système. Donc il fait un mouvement de rotation par rapport à le système S0, la classe d'équivalence S0. Après on a le pignon 63 il y a le pignon 63. Donc il y a S3 il y a après on a le pignon la roue fixe 64 il y a il est lié par une liaison encastrement avec l'axe هذا وهذا l'axe هذا هو S0 مع le bâti. Donc lorsque هذه tourne il va faire tourner tout le système, ou lorsque هذه tourne il va translater de la masse هذه. Donc هذه partie هذه pour la masse mobile en translation وهذه pour la masse mobile en rotation. Donc هذه il est lié مع عندها la même couleur مع S0. Donc c'est S0. Donc comme ça on a terminé le tableau des classes d'équivalence. Donc après la question 6, compléter le tableau des degrés de liberté par l'indication des degrés de liberté et des noms de la liaison entre les différentes classes d'équivalence. On va mettre 1 lorsqu'il y a un mouvement. Donc هذا هو le tableau. Donc voilà le tableau. Donc on a 3 translations et 3 rotations. On a le schéma de cinématique. Donc on a le repère X, Y, Z. Donc on a S1 par rapport à S0. Voilà S1, voilà S0. Donc on a la liaison بيناتهم. On a le schéma cinématique en 3 dimensions, 3D. Donc on a le symbole ديال la liaison glissière. Suivant la liaison glissière, suivant quel axe? On a l'axe X. Il est parallèle à l'axe X. Donc une translation suivant X. Donc le nom de la liaison qui permet juste une translation, une liaison glissière. Après on a S2 مع S0. Donc S2 هي هذه مع S0. Donc نشوفوا هنايا عندنا le nom le symbole de la liaison pivot. Donc pivot il va faire une rotation suivant quel axe? Suivant l'axe X. Donc on va mettre ici 1 sur la rotation X. Donc on a le nom de la liaison, c'est la liaison pivot. Après on a S5 مع S1. هذا S1 وهذه S5. Donc comme vous voyez ici on a la liaison pivot, Donc هذا هو l'axe ديال S5 وهذا l'axe هذا la classe d'équivalence S1. Donc عندنا هنايا la liaison pivot suivant quel axe? Comme vous voyez ici, il est parallèle à l'axe Z. Donc une rotation suivant Z. Le nom de la liaison c'est la liaison pivot. Donc la question 7, quel est le nom de la liaison entre la roue 2 et l'axe 9? Précisez son caractère par adhérence ou par obstacle. Donc voilà هنايا هذه la roue 2 وهذه هو l'axe 9. L'axe 9 en jaune ou la roue 2 il est en rose. Donc quelle est la liaison entre eux? Comme vous voyez ici, lorsque la roue 2 tourne, l'axe 9 doit tourner, la roue 9 doit tourner. Donc la liaison بيناتهم il y a la liaison encastrement. Après le type de la liaison. Donc type de la liaison, est-ce qu'elle est par adhérence ou bien par obstacle? Donc il y a la surface de l'arbre à la surface de la roue 2. Il n'y a pas une forme, il n'y a pas par exemple de clavette ou bien des cannelures. Donc la surface elle est plate. Donc il n'y a pas d'obstacle. Donc c'est le type de liaison c'est par adhérence. Donc la question numéro 8, quelle est la solution utilisée pour réaliser la liaison entre les classes d'équivalence S1 et S0, S5? Donc voilà, j'ai coloré ici. Donc on a le moteur réducteur Wahada. Après le réducteur, on a l'arbre. Ici, lorsqu'il tourne, on va faire tourner le 1.
le 1 à son tour va faire tourner par engrenage à 2, 2 à son tour va faire tourner l'arbre 9. Donc comme vous voyez ici, on a la partie fixe, il fait un mouvement de rotation. Donc on a le guidage en rotation. Donc le guidage en rotation, on a trois types, soit contact direct, soit par cosiné, soit par roulement. Donc comme vous voyez ici, l'élément intermédiaire, c'est un cosiné. Donc la solution technologique, c'est par cosiné. Donc la question 9, compléter le dessin du pignon 4 en vue de phase coupe AA. Donc donc il y a la vue de droite, et parce qu'il est à gauche, il y a la vue de face, on doit la compléter en coupe AA. Après on va mettre la section, le plan de la section. Donc il y a la vue de droite, ou la vue de face, la section. Donc qu'est-ce qu'on va mettre premièrement? Donc on va compléter le trait qui manque. Après le trou هنايا, donc on va la mettre ici. On va faire les lignes de projection ici et ici. On va dessiner le trait ديالنا. Après هنايا le trou taraudé, ça veut dire il contient des filetages antérieurs, ou bien on l'appelle taraudage. Donc on a le trou هنايا, on doit la mettre. Donc voilà. Après le trou il est taraudé, donc le symbole de taraudage هو كنزيدو le trait fin à l'extrémité. Donc voilà pour dire que le trou il contient des filetages, ou bien c'est un taraudage. Donc après c'est le vide, donc on va pas le hachurer, on a la matière. Donc on va hachurer la partie, c'est la matière. Le plan de coupe qui donne la matière, on a le vide. Après aussi la matière. Donc c'est le symbole de l'engrenage, les dents de l'engrenage. Après quand on la section la section bébé, donc on a le plan de coupe bébé. Donc on va projeter pour la surface circulaire. Donc on a le diamètre. Donc à partir de la ligne de projection, on va dessiner la section AD. Après on a le trou à l'intérieur de l'intérieur donc le trou on doit la mettre. Donc aussi les lignes de projection, on va dessiner. Donc on a le vide, donc on a le trou taraudé. Donc on va la dessiner, et les deux traits fins pour dire que c'est une taraudage. Après on va la section, on va pas représenter les traits, on va représenter juste la partie coupée. Donc il y a la partie coupée, il y a la matière, on va la hachurer. Donc il y a la section bébé, la vue de face en coupe AA. Donc la tâche numéro 2, analyse et compréhension du fonctionnement des circuits de commande des moteurs M1 d'entraînement de la masse mobile en translation. Donc à partir du document ressources 6, sur le document réponse 4, la question c'est compléter le tableau de fonctionnement des circuits de commande par les états logiques manquants de la base de chacun des transistors. Donc la commande des transistors se fait par la base. Donc on doit mettre les états logiques, ça veut dire 0 ou bien 1. Donc voilà le tableau. On a les entrées W, E1, E2, et les sorties, on a les bases liées les transistors B1, B2, B3 et B4. Donc voilà le tableau et voilà le circuit de commande. Donc on a une carte électronique de commande. Donc il va générer des signaux. On a des circuits AND. On a aussi des circuits AND où il y a entrée non inverseuse, يعني non, circuit non. Aussi il y a la même chose.
La sortie va commander le transistor, la base du transistor B1, B2, B3 et B4. On a 3 transistors T1, T2, T3, T4. Les bases sont B1, B2, B3, B4. La commande se fait par l'intermédiaire des portes logiques AND. Donc on a les cas, les ADNA 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc on a W هي هاد la sortie هادي و E1 هي هادي و E2 هي هادي. Donc هنا خصنا on doit compléter B1, B2, B3 et B4. La sortie ديال la sortie ديال la porte logique و l'entrée ديال transistor, ça veut dire la base. Donc نبداو بهاد B1. Donc voilà les deux commandes ديال B1, E1 et W. Donc عندنا هنا circuit AND. circuit AND. Donc 0 0 كتعطينا 0 0 0 كتعطينا 0 0 1 كتعطينا 1 pardon 0 0 1 كتعطينا 0 1 1 كتعطينا 1 وهنايا الان ديجا فيه 1 هنا 1 0 سي 0 والان 0 سي 0. دونك circuit AND ملي كنعطيوها إلي إيكال 1 في لو كا ديال اللي كانوا لي دو زونطري تيغا 101. Après كندوزو ل B2. donc B2 هي هادي. donc voilà la commande B2. عندنا E2 و W. donc غنشوفو في W و غنشوفو في E2. donc 0 0 c'est 0 0 1 c'est 1 c'est 0 0 1 c'est 0 0 0 0 1 0 c'est 0 1 1 هنا عندنا ال1 هنا ال1 كتعطينا ال1 ال1 وال1 aussi 1 وال1 0 كتعطينا 0. donc maintenant on passe à B3. donc B3 هي هادي. voilà les commandes ديالهم. donc E2 et W. donc عندنا حنايا هنا لا سورتي نو. donc هنا E2 كتقلب الا كانت 0 كتولي 1 ولا كانت 1 كتولي 0. donc 0 وهنا كتقلب كتولي 1 حيت عندنا هنايا l'entrée non. on va inverser, ça veut dire 0 كتولي ل 1 و 1 كتولي 0. donc 0 1 كتعطينا 0 0 1 كتعطينا 0 كتولي 0 0 0 كتولي 0 0 0 0 0 1. علاش ال1 حيت هذه ال1 وهذه كتقلب كتولي ال1 كتعطينا 1. ابخي عندنا ال1 مع ال1 وهذه كتقلب كتولي 0 ال1 مع 0 كتعطي 0. ابخي B4 هو هذا. donc voilà les deux entrées ديال B4. هنا E1 حتى هي كتقلب كتولي كنشوفوا هنايا 0 هنايا كنقلبوا 0 1 كتعطي 0 هنا 0 1 سي 0 هنا 0 0 سي 0 هنا 0 1 سي 0 هنا 1 0 سي 0 1 0 سي 0 1 0 هنا كتقلب كتولي 1 1 هي 1 و 1 1 حتى هي 1 هذه كتقلب كتولي 1. donc هنايا هذا هو لو طابلو ديال الكوموند ديال لي ترانزستور B1 B2 B3 et B4. donc la question 11. quelle est la valeur de la tension VAB au bord du moteur lorsque W est égal à 0. donc voilà W est égal à 0 في هذا لو كا هادي في لي 3 كا. donc كيما كنشوفوا هنايا كنشوفوا لي ترانزستور حتى هما ils est égal à 0. donc هنايا B est égal à 0 B2 est égal à 0 B3 est égal à 0 et B4 est égal à 0. donc il عطينا 0 ça veut dire هذا le transistor c'est un il est bloqué يعني c'est un circuit ouvert. إلا كان هذا ouvert هذا ouvert هذا ouvert هذا ouvert les 4 sont ouverts. il n'y a aucun courant qui passe ديال من circuit de commande لهذا le moteur هذا. donc هنايا aucun courant qui passe. donc la tension VAB à quoi est égale c'est 0. donc la question 12. on considère que le moteur tourne dans le sens 1 quand E1 est égal à 1 et E2 est égal à 0. donnez les états logiques de E1 et E2 pour obtenir l'autre sens de rotation. donc on a dit E1 est égal à 0 E1 est égal à 1 E2 est égal à 0. donc في هذا لو كا هادي ميمكنش ناخدو في هاد ميمكنش ناخدو هاد لو كا حيت في هادي W est égal à 0 يعني le moteur ne tourne pas في هاد لو كا les 3 les 4
هنا كيكون لا طونسيون في ا بي تيغال à 0 دونك il est éliminé كتبقى لنا هاد لي 4 كا وفيهم 1 est égal à E1 est égal à 1 و E2 est égal à 0 دونك في هاد لوكا هادي B1 est égal à 1 و B3 est égal à 1 هنا 1 وهنا 1 دونك هادو ils sont égaux à 0 دونك هنا الكورون il va passer هنايا هذا fermé وهذا fermé وهذا ouvert donc هنا il y a un courant qui circule donc le moteur tourne dans le premier sens. Pour tourner dans le sens les deux transistors les canaux fermés يوليو ouvert ou les canaux ouverts يوليو fermés donc le cas contraire ديال هاد لو كا هادي 1 0 1 0 هي 0 1 0 1 donc هي هادي donc هنا كيولي عندنا E1 est égal à 0 E2 est égal à 0 donc هذه هي le cas le moteur tourne dans le sens numéro 2 le sens inverse. Donc la question 13, les états de E1 et 2 sont respectivement 1 et 0, sens 1. Représentez la tension au bord du moteur M1 en concordance du temps avec le signal W délivré par la carte électronique de commande. Donc voilà, هنا يا W. Donc il a qu'un W est égal à 1 ou هنا يا عندنا عطاونا E1 est égal à 1 ou E2 est égal à 0. Donc le sens, le moteur tourne dans le sens 1. Donc lorsque W est égal à 0, aucun transistor n'est passant. Les 4 transistors sont bloqués, ça veut dire circuit ouvert. Donc la tension VAB est égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc E1 est égal à 1, O2 est égal à 0. Donc B1 il est passante, il y a 1, B3 passante, les deux transistors B2 et B4 sont bloqués. Donc le transistor tourne dans le sens 1, ça veut dire la tension dialogue elle est positive. Donc on va prendre avec la tension délivrée, il y a 24 volts. Donc on a 10, on a 20, on a 24. Après, mais qu'est-ce que W est égal à 0? Donc W est égal à 0, il y a le cas. Donc il y a le cas de W 1 ou 0. يعني وقعت E1 و E2 même valeur E1 1 و E2 0 دونك هنايا هذه هي لو كا دونك في هذا لو كا كنشوفوا لي ترانزستور كاملين ils sont bloqués la tension est égale à 0 donc il va chuter à 0 après كتولي 1 كنوليو في هذا لو كا هادي la tension كتولي 24 volts après 0 volts après 24 et ainsi de suite. Donc la question 14, on déduire la tension moyenne VB moyenne en volts au bord du moteur M1 puis calculer sa vitesse de rotation NM1 sachant que lorsqu'il est alimenté sous une tension continue 24 il tourne à une vitesse 4000 tours par minute. Donc la tension V à B moyenne il y a alpha fois V donc il y a alpha il y a le rapport cyclique. Comment on va le faire sortir? Donc à partir ديال هنايا donc هنايا عندنا alpha alpha هي la période كامل divisé par هاد la période اللي كتكون فيه T on. Donc هنايا عندنا la période كامل هو عندنا 4 وهاد la partie هادي كتكون هي 3 donc alpha quoi est égal هي 3 divisé par 4, ça veut dire alpha est égal à 75. 75, ça veut dire que là la période on, il y a 75 dans la période. Donc 75 qui est on ou 25, 0,25 qui est off. On a la tension il y a 24 volts. Donc VB moyenne, VAB moyenne, il y a 0,75 fois 24. Donc, comme résultat final, la tension moyenne est égale à 18 volts. Après, on a la vitesse NM1 de le moteur. Donc, on a la vitesse mais كتكون VAB moyenne كتساوي 18 volts.
وعطاونا ملي كتكون عندنا 24 كتكون 4000 دونك 24 كتعطينا 4000 tours par minute و 18 هي لا فالور اللي خصنا نحسبو. دونك هنا لا فالور هادي on va utiliser la règle de 3. دونك هنا كنديرو 18 fois 4000 divisé par 24. دونك اكوا égal هي 3000 tours par minute. Donc, la tâche numéro 3, validation de la motorisation choisie par le constructeur du robot pour entraîner la masse mobile en translation. Donc, à partir du document ressource 6, sur le document réponse 5, la question, une étude préliminaire a montré que la force tangentielle F4 appliquée au diamètre primitif du pignon 4 est nécessaire pour déplacer la masse mobile en translation et les F4 est égal 34 newtons. يعني la force اللي خصنا هي 34 newtons. Lorsque la vitesse du moteur est à 3000. On se place dans ces conditions pour répondre aux questions suivantes. Calculer le rapport global de transmission KG. Donc le rapport global est N4 divisé par NM1. Donc N4 il y a la vitesse du pignon 4 ou NM1 il y a la vitesse de rotation de le moteur 1 M1. Donc pour calculer le rapport on a la chaîne d'action. Donc on a la puissance absorbée par le moteur M1. Après il va convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Cette énergie mécanique va être réduite par un réducteur épicycloïdal puis recevoir par un pignon 1 et 2. Après il va être transmis à la pignon 4 et la crémaillère. Donc on a le dessin le système ديالنا. Donc on a la vitesse N4 il y a la vitesse ديال هاد البينيون 4 ولا vitesse ديال N4 هي la même ديال la roue 2 حيت هما في la même axe. Ils sont fixés par les encastrements la même axe. عندهم la même vitesse de rotation. Donc N4 il y a la vitesse de rotation de la roue 2 يعني هنايا في هاد لا sortie هنايا. Donc N4 divisé par NM1 عندنا هنا le rapport ديال réducteur épicycloïdal هو 1 sur 112 وعندنا Z1 و Z2 ديال البينيون 1 et 2. Donc à quoi est égal KG il y a N4 divisé par NM1 on a dit que N4 il y a la vitesse de rotation de la roue 2. Donc on va se placer ici. Donc on a deux systèmes, on a le système هذا ou le système هذا. Donc le rapport global il y a le rapport de le réducteur épicycloïdal fois le rapport de transmission de pignon 1 et la roue 2. Donc on a 1 divisé par 112 on a Z1 divisé par Z2. Après on va remplacer par les valeurs numériques et on va obtenir que KG est égal 0,0075. Donc c'est le rapport global de le système. Après on a calculé alors la fréquence de rotation N4 du pignon 4 puis oméga 4 en radian par seconde. Donc KG ou N4 divisé par NM1. NM1 déjà donné il y a 3000 au KG حسبناه في la question précédente. Donc N4 هي NM1 fois KG. NM1 3000 au KG هو 0,0075. Donc on va remplacer et on va obtenir que la vitesse de rotation de la pignon est 22,50 tours par minute. Après on a oméga 4. Donc la relation entre oméga 4 et N4 il y a donc on va remplacer N4 par 22,50 tours par minute et on va diviser par 60 pour avoir le oméga 4 en secondes. Donc finalement le résultat donc oméga 4 c'est 2,36 radians par seconde, la vitesse angulaire. Donc la question 17, calculer le couple C4 en newton-mètre
nécessaires pour déplacer la masse mobile en translation. Donc ici on a le couple nécessaire. Donc par définition le couple à quoi est égal? Il y a la force fois le rayon. Donc on a le rayon, on a le diamètre. Donc le diamètre ديال هاد le pignon 4. Donc D4 divisé par le rayon ou D4 le diamètre divisé par 2. D4 divisé par 2. Donc D4 on va remplacer F4 déjà donné, il y a 34. Au D4 il y a donc D4 il y a M, il y a le module fois le nombre de dons. Donc MZ4, on a remplacé D4 par MZ4. Après on va remplacer M par 0,8, Z4 par 18 et F4 par 34. Donc finalement on va obtenir c'est 0,24 Newton mètre. Donc voilà le couple nécessaire pour déplacer avec la masse mobile en translation. Donc on déduire la puissance P4 nécessaire pour déplacer la masse mobile en translation. Donc on va prendre oméga 4 est égal à 2,34. Donc par définition la puissance à quoi est égale? Il y a la puissance, il y a le couple C4 fois oméga 4. Donc C4 fois oméga 4. C4 calculé précédemment. Oméga 4 déjà donné, il y a de 37 radiens par seconde. Donc on va remplacer, il y a P4, il y a 0,57 watts. Donc 19, en tenant compte des rendements, le moteur utilisé par le constructeur est-il capable de fournir cette puissance? Donc ici on a calculé P4. Donc ce qui est demandé, est-ce que PU le moteur utilisé par le constructeur est-il capable de fournir avec la puissance nécessaire pour avoir P4 avec la puissance déjà calculée pour la question précédente? Il y a 0,57. Donc on va calculer d'abord PU1. Donc PU1, donc on a le rendement. On a le rendement le réducteur épicycloïdal, le rendement le pignon 1 et la roue 2 et le rendement le pignon 4 et la crémière 5. Donc on va écrire P4, la puissance sortie et la puissance d'entrée, il y a le produit les trois rendements. Donc on a PU1, la puissance étudiée le moteur. Donc il y a P4 divisé par le produit les rendements. P4 déjà calculé la question précédente, il y a 0,57. Le rendement N2 roi 60, N3 roi 92, ou le rendement 4 roi 87. Donc on va remplacer, on va obtenir la puissance, il y a 1,18 watts. Ou le constructeur a le moteur M1 عنده la puissance utile هي هذه M1 puissance utile PU1 est égal 2 watts. Donc هنايا الموتور كيعطينا 2 watts وحنا خصنا 1,19 watts. Donc هنايا PU1 هنا هاد la puissance اللي كيعطي الموتور كثر من داك la puissance اللي خصنا حنا. Donc il est capable de fournir avec la puissance. Donc de supérieur à 1,19, le moteur est capable de fournir la puissance exigée. Donc maintenant on passe à la situation d'évaluation numéro 3. Donc la tâche 1, calcul de l'énergie électrique consommée par le moteur M1 pendant un cycle de fonctionnement du robot. Donc le cycle de fonctionnement du robot, on va calculer avec l'énergie. Donc à partir des documents ressources 6-7, sur le document réponse 6, donc la question, qu'il est en fonction de L la distance totale appelée TM. Distance TM parcourue par la masse. La distance parcourue par la masse TM, la masse mobile en translation pendant un cycle de fonctionnement du robot. Donc voilà le cycle de fonctionnement du robot. Donc on a la position 0, position 1 et la position 4. Donc la position 0 il y a la position de la masse mobile en translation qui permet de garder le robot en position stable.
Donc la position stable, il y a la position, le robot ne fait aucun mouvement ni vers le bas ni vers le haut. La position 1, c'est la position extrême. Donc pour se déplacer à la position E2, la position 0 à la position 1, donc le mouvement va faire le mouvement vers le bas. Et de la position 1 vers la position 2, le mouvement vers le haut. Donc le cycle, qui compte la position 0, après il va position 1 pour se plonger vers le bas. Après il va flotter, ça veut dire se diriger vers la position 2. Après elle va revenir à la position 0. Donc il y a la distance parcourue. La première étape, il y a de position 0 à position 1. Après la position 1, position 2. Ou après la position 2, position 0, la position initiale. Donc il y a la distance L sur 2. On a la distance L. On a aussi la distance L sur 2. Donc la distance parcourue, il y a L sur 2 plus L sur 2. Donc la somme, il y a 2L. Donc dm, la distance parcourue par la masse, il y a 2L. Le cycle de fonctionnement, il y a la position 0, la position 1 pour se plonger, et la position 1 pour la position 2 pour se diriger vers le haut, et pour revenir à sa position initiale, il va revenir à sa position 0. Donc maintenant on passe la question 21. Sachant que oméga 4 est égal à 2,37, calculer la vitesse linéaire VMT de la masse mobile en translation. VMT, vitesse masse mobile en translation. Donc on a la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Il y a R. Donc VMT est égal à R4 fois oméga 4. R4, il y a R4, D4. Donc D4 divisé par 2. Au D4, il y a M fois Z4. Le module fois le nombre de dents. Après, on va remplacer chaque élément par sa valeur numérique. Donc, finalement, VMT à quoi est égal? Il y a 17,06 mm par seconde. Donc, il y a la vitesse linéaire de la translation de la masse mobile. Donc, il y a la vitesse en millimètres, on doit la transmettre en mètres. Donc, on doit multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on va obtenir 0,017. Donc, la question 22, calculer alors la durée TM. La durée de déplacement de la masse mobile en translation. On prend dm, ça veut dire la distance parcourue pour un cycle de fonctionnement. Au VMT, il y a la vitesse de déplacement de la masse mobile en translation. Donc on a la vitesse à quoi est égale, il y a la distance divisée par le temps. Donc on a le temps. Donc le temps de la durée de translation de la masse mobile divisé par la distance parcourue par la masse mobile divisé par la vitesse de la translation de la masse mobile. Donc dm, il y a 20 cm, il y a 0,2 mètres, ou VMT en mètres, il y a 0,017. Donc finalement tm à quoi est égal, il y a 11,76 secondes. Donc il y a la durée nécessaire pour déplacer la masse mobile pendant un cycle de fonctionnement. Donc pour la question 23, calculer la puissance PA1 absorbée par le moteur M1 sachant que P4 est égal à 0,6 watts. Donc on a P4 0,6 watts ou PA. Donc on va utiliser le rendement. Donc on a le rendement de le premier système, deuxième, troisième jusqu'à le quatrième. Donc P4 divisé par PA1 est égal le produit de rendement بربع. Donc on a PA1, la puissance absorbée par le moteur PA
moteur M1. Donc il y a la puissance à la sortie divisée par le produit d'IL, les 4 rendements. Donc on va remplacer par les valeurs numériques, on va obtenir PA1 est égal à 1,39 watts. Donc la question 24, on déduire l'énergie électrique EM1 consommée par le moteur M1 pendant un cycle de fonctionnement du robot. Donc l'énergie à quoi est égale, il y a la puissance fois le temps. Donc la puissance, il y a P consommée par le moteur, il y a PA1. Donc EM1 est égal à PA1, la puissance consommée par le moteur fois le temps, fois la durée de déplacement de la masse mobile en translation. Donc PA1 déjà calculé, TM aussi, donc on va remplacer. PA est égal à 1,39 ou TM est égal à 11,76. Donc finalement, l'énergie à est égale, il y a la puissance fois le temps divisé par 3600 parce que on a le watt-heure on a une seconde. Donc on va convertir le seconde en watt, en heure, pardon. Donc on va diviser par 3600. Donc finalement quoi est égal, l'énergie consommée, il y a 0,0045 watt-heure. Donc la tâche numéro 2, étude de quelques solutions utilisées dans le circuit hydraulique pour faire circuler l'huile entre les réservoirs R1 et R2. Donc à partir des documents ressources 3 et 7, sur le document réponse 7, l'électrobane EV1 est utilisé pour le constructeur des robots dans le circuit hydraulique, peut être remplacé par l'un des distributeurs représentés sur le document ressources 7. Lequel de ces distributeurs est convenable? Répondre en indiquant son numéro et sa désignation. Donc ici voilà les distributeurs. Donc on a 3 distributeurs. Donc pour la commande, et il y a une différence. Dans la commande, on a le symbole pneumatique, on a le symbole électrique, ça veut dire le symbole d'une bobine, on a manuel. Pour le type, on a deux orifices ou deux positions, ça veut dire distributeur 2 sur 2 ou bien 2 demi. Donc la commande on a manuel, on a électrique, on a pneumatique. Donc manuel c'est pas possible حيت ما عندناش un norme que le robot sous-marin. Pour le pneumatique ما عندناش un circuit pneumatique fait comme on a vu, mais كاينش circuit pneumatique pour la commande. Donc on va garder la solution pour électrique. Pour électrique, on a déjà des batteries pour faire la commande des distributeurs. Donc on va garder la solution. Donc c'est l'électrovanne qu'on va remplacer. Donc voilà la solution qu'on va garder. Ou la désignation d'ILE, c'est un distributeur 2 sur 2, on a deux orifices chaque position 1 et 2. On a deux positions, la position 1, la position 2. Donc on a un ressort de l'autre côté, ça veut dire une fois il n'y a pas de commande, il va revenir à sa position stable par les par ressort, donc le retour par ressort. Donc on va mettre distributeur 2 sur 2. Il est monostable, l'état stable, il y a l'état, la deuxième, il fait la commande par ressort. Une fois il n'y a pas de commande ici, il va revenir à sa position stable grâce au ressort. Ou la commande dialogue, on a une commande électrique. Donc la question 26, compléter le schéma de puissance du circuit hydraulique en mettant en place le distributeur convenable dans les deux cas de fonctionnement. Donc on a deux cas de fonctionnement. Soit l'huile va de R2 jusqu'à R1 ou bien le contraire de R1 jusqu'à R2. Donc on a le distributeur et la deux positions. La position de R2 vers R1, ça veut dire le passage de l'huile fait le côté R. Donc on va mettre la flèche, la voie qui est la position qui est active. Donc on a le passage de l'huile dans ce sens là, ça veut dire de R2 jusqu'à R1. Donc l'autre cas, le retour de l'huile de R1 à R2,
il va se faire grâce à la position 2. Donc on va mettre la position 2 le deuxième cas. Donc voilà le deuxième cas, le retour de l'huile de R1 vers R2. Donc on va utiliser la deuxième position du distributeur. Donc la voilà. Donc le volume VH de l'huile qui circule entre les réservoirs R2, R1 et R2 dans les deux sens est estimé à 700 cm3. Le volume de l'huile qui va circuler avec les deux réservoirs. Donc le débit de la pompe Kp est égal à 0,35 litres par minute. On a la puissance absorbée par le groupe hydraulique dans le cas où la pompe fonctionne. PA3 est égal à 72. Dans le cas où l'électrovent qui fonctionne, la puissance absorbée par le groupe hydraulique devient PA3', il y a 17 watts. On se place dans ces conditions pour répondre aux questions suivantes. Donc la question numéro 1. Donc la question, il y a calculer la durée TP nécessaire pour déplacer VH, le volume des réservoirs R1 vers R2. Donc on a le débit déjà donné, on a le volume, donc on va calculer la durée TP. Donc à quoi est égal le débit ou le volume divisé par le temps ou bien la durée. Donc VH, le volume déjà donné, le volume 0,35 litres par minute. Le volume 700 cm3. On va le convertir en litres. Donc est égal à 0,7 litres. Après on va faire sortir TP. Donc TP à quoi est égal VH divisé par QP. Donc VH il y a 0,7 litres. Ou QP il y a 0,35. Donc là on va le résultat final un TP est égal à 2 minutes. Donc on a en secondes, donc on va multiplier fois 60. On va obtenir TP est égal à 120 secondes. Donc la question 28, on déduire l'énergie électrique EM3 consommée par le groupe électrogène dans ce cas. Donc le groupe électrogène, donc on a l'énergie à quoi est égal, il y a la puissance fois le temps. Donc la puissance déjà donnée les données. On a TP déjà calculé les questions précédentes. Donc on va remplacer. Donc PA3 est égal à 72. Au TP il y a 120 secondes. Donc on va remplacer. Et en même temps on va diviser par 3600. Parce qu'on a TP par seconde, on a l'énergie en heure. Donc on va convertir seconde en heure. Donc on va diviser par 3600. Donc résultat final, EM3 est égal à 2,4 Wh. Donc la question 29, sachant que la durée de circulation de l'huile dans un sens ou dans l'autre est la même. Ça veut dire la circulation de l'huile de R1 à R2, il y a la même durée que de R2 à R1. Donc TP, la durée reste la même. Donc calculer l'énergie électrique EM3 consommée par le groupe hydraulique dans le cas où l'électrovent EV1 qui fonctionne. Donc il y a l'énergie électrique consommée lorsque l'électrovent qui fonctionne, ça veut dire dans l'autre sens, le passage de l'huile dans l'autre sens, ça veut dire de R2 jusqu'à R1. Donc il y a la formule il y a EM3 prime est égal à PA3 prime fois TP. Donc ATP reste la même, soit fait le sens, soit le sens contraire. Donc on va remplacer PA3 prime déjà donné, TP déjà calculé. Donc on va remplacer. Donc on va convertir avec le seconde en heure et on va obtenir EM3 est égal à 0,57 Wh. Donc la question 30, calculer alors l'énergie électrique totale EMT consommée par le robot pendant un cycle de fonctionnement. Donc on a le bilan de l'énergie consommée par EM1, le moteur M1, le moteur M2,
le moteur M3 le passage ديال l'huile من R2 ل R1 ومن R1 vers R2 ديال EM4 هي دابا عندنا هنايا EM4 هي ديال لي consommé par les cadres électroniques et les capteurs و EM5 هي ديال la consommation due à la communication avec la satellite. Donc هذه هي la somme ديال l'énergie consommée par le système pendant un cycle de fonctionnement. Donc هنايا ce qui est demandé هو l'énergie totale. Donc l'énergie totale هي la somme ديال هاد l'énergie consommée par chaque élément du système. Donc on va lorsqu'on va faire la somme, on va obtenir c'est 6,98 Wh/heure. Donc la question 31, on déduire le nombre de cycles NB que peut réaliser le robot avec son énergie embarquée. Donc l'énergie totale consommée pendant un cycle de fonctionnement il y a EMT حسبناها هي 6,98 Wh/heure. هذه هي l'énergie consommée pendant un cycle de fonctionnement. Ou l'énergie totale emmagasinée اللي كاينه في le système on l'appelle embarqué هي 4056. هنا l'énergie totale هو l'énergie pendant un cycle de fonctionnement. Donc هنايا خصنا نحسبوا le nombre de cycles avant que هاد l'énergie va être épuisée. Donc nous كنديروا l'énergie totale divisée par l'énergie consommée pendant un cycle de fonctionnement pour obtenir le nombre de cycles. Donc NP est égal à l'énergie totale divisée par l'énergie consommée pendant un cycle de fonctionnement et on va remplacer et on va obtenir que NB est égal à 581 cycles. Donc 581 cycles. D'avoir le nombre de cycles pour l'énergie va être épuisée. Donc le système va faire 581 cycles avant l'énergie embarquée le robot va être épuisée. Donc la question 32, le critère de l'autonomie énergétique du cahier de charge fonctionnel de Chem Resources est-il respecté? Donc voilà l'extrait du cahier de charge. Donc l'autonomie doit être 500 cycles. وحنا l'énergie اللي عندنا شحال فيها 5581 cycles. Donc هاد l'énergie اللي عندنا أكثر من l'énergie déjà demandé par le cahier de charge fonctionnel. Donc le critère il est respecté. Si on a trouvé le nombre de cycles inférieur à 500, donc le critère n'est pas respecté. Donc il y a l'énergie qui existe, l'embarqué qui existe le système, il dépasse avec ce qui est demandé par demandé par le cahier de charge fonctionnel. Donc le critère il est respecté. Donc comme ça on a terminé la correction de cet examen. Merci pour votre attention et à la prochaine.